Bonjour et bienvenue dans les Bonjour. 4V, Madame la Première ministre. Ça fait presque un an maintenant que vous êtes arrivée à Matignon. Rien n'a été simple depuis. Hier, vous avez présenté les grandes lignes pour les 100 jours qui viennent, autrement dit, le plan d'attaque, la feuille de route de votre gouvernement d'ici au 14 juillet, avec une question sous-jacente qui a été posée par le président du Sénat, Gérard Larcher. Le président de la République peut-il faire en 100 jours ce qu'il n'a pas fait en 6 ans? Puisque vous ne croyez qu'aux résultats, comme vous l'avez dit hier, on va essayer d'être le plus concret possible ce matin, si vous le voulez bien. Mais peut-être pour commencer, une impression, au moment où le chef de l'État veut apaiser le pays, cette impression, c'est celle d'un échec laissé par cette réforme des retraites, certes adoptée, mais toujours pas accepté et qui écrase tous les sujets depuis janvier. On va pas refaire le match. Vous avez gagné la bataille des institutions, vous avez perdu celle de l'opinion. Est-ce qu'on peut avoir raison contre son peuple, Madame la Première ministre? Est-ce que ça vous tracasse? Est-ce que ça vous chagrine? Alors, je pense qu'on n'est pas dans un sujet d'échec ou de gagnant. Le point qui est important, c'est qu'on a en effet fait passer une réforme des retraites qui est indispensable pour assurer la pérennité de notre système de retraite par répartition. Et c'est du reste un sujet sur lequel le président de la République s'était engagé dans la campagne. Mais l'impopularité de cette retraite, la non-acceptation de ce dossier, est-ce que ça vous chagrine? Je suis consciente de l'effort que ça représente pour beaucoup de Français. Et comme les réformes précédentes, ça n'est pas populaire de demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps. Je pense qu'il y a aussi d'autres éléments dans cette réforme. On s'est beaucoup focalisé sur l'âge de départ, qui ne concernera pas tous les Français, mais il y a des choses concrètes que les Français vont voir dès la rentrée. C'est par exemple, pour 1,8 million de retraités, une augmentation des plus petites retraites qui représentera 600 € par an en moyenne. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Et puis, il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'espère que les organisations syndicales et patronales vont pouvoir réengager des discussions, comme par exemple la prévention de l'usure professionnelle. On va investir comme on ne l'a jamais fait pour prévenir l'usure professionnelle, mais il faut qu'il y ait des discussions entre les organisations syndicales et patronales pour qu'on ait des avancées concrètes. On va venir à tout ça, Madame la Première ministre. Mais d'abord, Cassandre de Wagener et Mathieu Drejoux ont demandé à quelques Français ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils aiment et aussi ce qu'ils aiment moins. Petit échantillon des réponses. Pour moi, la Première ministre est une personne très courageuse. Je trouve qu'elle a de la poigne. Elle est très professionnelle. Elle a de l'expérience. Elle est cultivée, elle est bien élevée. Déterminée, voilà. Elle est super engagée dans son boulot. Défaut, passage en force. Têtue. Elle est sévère quand même. Moi, je la trouve discrète. Elle paraît froide. Communication à revoir. Elle n'est pas politique, elle est technicienne. Elle ne respecte pas les décisions du peuple. Voilà, tout simplement. Elle ne respecte pas les décisions. Ça démarrait bien. Je dis, il y a avantage et inconvénients. Elle ne respecte pas les décisions du peuple, disait le dernier monsieur. Pourquoi les Français ont ce sentiment que vous ne les écoutez pas? Enfin, moi, je peux vous assurer que je suis très à l'écoute des difficultés que rencontrent les Français. Ils nous parlent beaucoup de pouvoir d'achat, de santé. Et vous évoquiez la feuille de route que j'ai présentée hier. L'objectif, c'est bien de partir des préoccupations des Français et d'apporter des réponses le plus vite possible, des réponses très concrètes. Quel message vous faites passer à tous ceux qui vont manifester lundi prochain, le 1er mai? On annonce déjà beaucoup de monde dans les rues. Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, moi, je fais confiance aux organisations syndicales pour que ces manifestations se passent dans le calme, comme ils l'ont montré tout au long du mouvement. Et voilà, je pense que c'est évidemment, il y a un droit de manifester. En plus, le 1er mai, c'est la fête du travail. Traditionnellement, il y a effectivement des cortèges. Mon souhait, c'est vraiment que ça se passe dans le calme et je suis sûr que c'est aussi celui des organisations syndicales. Il y a les cortèges organisés par les syndicats depuis le début et qui se passent bien, tout ce qui est encadré par les syndicats se passe bien. Et puis il y a ces manifestations devenues systématiques à chaque déplacement du président de la République ou chacun de vos ministres, avec souvent des dispositifs sonores portatifs, comme le préfet de l'Hérault appelle les casseroles. Ça vous inspire quoi? Ça vous agace? C'est le jeu démocratique? C'est hors-jeu? Qu'est-ce que vous en pensez de ces mobilisations-là? Moi, je comprends que des Français veuillent exprimer leur désaccord sur la réforme des retraites. Ce que je regrette, parce que vous voyez, moi aussi, dans mes déplacements, j'ai pu avoir des manifestations de ce type-là, c'est qu'il n'y ait pas de dialogue. Donc je pense que c'est important, même si on a des désaccords, de pouvoir dialoguer. Et là, il ne s'agit pas de dialoguer, il s'agit de faire du bruit. Évidemment, moi, je le regrette. Les menaces de coupure de courant pendant Roland-Garros, pendant le Festival de Cannes, ça a été coupé aussi dans une clinique de l'Hérault la semaine dernière. Il faut les accepter, ça aussi? Non, ça, je pense que ça n'est pas légal. Vous voyez, je pense qu'on a un droit de manifester. On n'a pas le droit de couper l'électricité dans une clinique, dans un hôpital. Et donc, il y a systématiquement un dépôt de plainte dans ce cas-là. Cette réforme des retraites, elle a donc été validée en grande partie par le Conseil constitutionnel,
sauf qu'il a aussi censuré ce qui était censé un peu adoucir le texte et faire passer la pilule des 64 ans, pour parler un peu familièrement, l'index senior, le CDI senior notamment. Cette partie présentée comme plus sucrée, est-ce qu'elle va être remise en selle? Et si oui, quand et de quelle manière? Parce que vous ne l'avez pas dit hier. D'abord, c'est important de noter qu'il y avait effectivement des mesures pour accompagner ce décalage de l'âge de départ à la retraite. Vous avez mentionné effectivement l'emploi des seniors, qui est un sujet très important, hein. On se singularise par rapport à nos voisins sur la faible part des seniors qui sont au travail. On n'est pas bon sur ce plan-là. Il y a des dispositions qui n'ont pas été annulées, notamment le fait de dissuader les employeurs de se séparer de leurs salariés avant l'âge de départ à la retraite. Jusqu'à présent, le régime fiscal était plus intéressant pour un employeur de rompre le contrat avant la retraite plutôt que de verser une indemnité de départ à la retraite. Ça reste dans la réforme, donc, ça a été validé. Du coup, mais pour ce qui a été censuré, ça ne sera plus effectivement avantageux de se séparer de son salarié avant l'âge de départ à la retraite. Mais effectivement, moi je crois que c'est très important qu'on change de regard sur les seniors qu'on peut avoir en France dans les entreprises, qu'on facilite les parcours professionnels, les fins de carrière. Et donc, du coup, c'est des sujets dont je souhaite que les organisations syndicales et patronales puissent se réemparer. Mais à quel calendrier? Alors, dès que possible, moi je souhaiterais avant juin, par exemple, rencontrer les organisations syndicales. Vous savez qu'avec le président de la République, on a déjà vu les organisations patronales. On leur a dit que ce sont des sujets importants sur lesquels on souhaite qu'il puisse y avoir des négociations entre les organisations syndicales et patronales. Et dès qu'il y aura un accord, on le transcrira fidèlement dans la loi. Vous voulez les voir au mois de mai, les organisations syndicales? Je vous confirme que mon objectif, c'est bien de renouer le dialogue. Alors le dialogue, on va dire, non officiel, il a continué, mais de reprendre des discussions avec les organisations syndicales dès le début du mois de mai. Dès le début du mois de mai. Pour parler travail, on a l'impression que le chef de l'État ne vous accorde à vous qu'une succession de CDD, Elisabeth Borne. Il y a d'abord eu 3 semaines pour trouver des majorités, puis maintenant c'est 100 jours. Est-ce que ça permet de travailler en confiance? Non, mais je pense que le sujet, c'est surtout qu'on scande bien le calendrier, et ces 100 jours, l'objectif, hein, je l'ai dit hier et je le redis, c'est de montrer aux Français qu'on entend leurs préoccupations et qu'on met toute notre énergie pour apporter des réponses. Donc c'est pas une période d'essai pour la Première ministre à chaque fois. Enfin, c'est le programme de travail, évidemment d'ici au 14 juillet, mais au-delà, pour répondre aux préoccupations des Français. C'est des choses très concrètes, des préoccupations sur le pouvoir d'achat, l'accès à la santé. On va y venir tout de suite à tout ça, le pouvoir d'achat. Le système éducatif. Donc c'est tous ces sujets sur lesquels moi j'ai présenté hier notre programme de travail pour répondre, apporter des réponses au plus vite pour les Français. On y vient tout de suite, promis. Encore une question sur ce qui s'est passé avant. Au moment du 49.3, vous avez dit accepter d'être infusible. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pensé à démissionner, à quitter votre poste? J'ai simplement dit ce qu'est le fonctionnement de nos institutions. Vous savez, quand on engage la responsabilité de son gouvernement, s'il y a une majorité qui souhaite censurer le gouvernement, c'est le gouvernement. Il n'y en a pas eu, mais ça s'est joué à 9 fois. Vous n'avez pas présenté votre démission au président de la République à ce moment-là? Non, je pense que c'est le jeu démocratique. Je vous dis, quand on engage sa responsabilité, c'est le Parlement qui, à ce moment-là, dégage ou pas une majorité pour renverser le gouvernement. Madame la Première ministre, c'est sans doute de loin le premier souci des Français, vous l'évoquiez à l'instant, l'inflation et particulièrement l'inflation alimentaire. Elle a encore augmenté au mois d'avril sur un an, on parle de 17 ou 18%. Et à ce propos, le PDG de Système U, Dominique Schelcher, pense savoir qui en est largement responsable de cette inflation alimentaire. Écoutez-le, il était hier matin dans Télématin. Tout le monde s'est retrouvé autour de la table, particulièrement les industriels. Alors pourquoi ça n'arrive pas là? Mais parce que cette année, certains industriels en tout cas n'ont pas envie de revenir autour de la table. Pourquoi? Parce qu'ils font des profits. Parce que je pense, je ne vise pas tout le monde, mais incontestablement, et plusieurs études sortent actuellement pour dire que cette année, l'inflation est en partie nourrie par certains qui veulent accentuer leur marge, c'est vrai. Certains industriels, Madame la Première ministre, font-ils leur beurre sur le dos des Français aujourd'hui? Alors, peut-être dire que ce sujet de pouvoir d'achat, c'est vraiment une préoccupation très forte pour beaucoup de Français. Et moi, j'en suis bien consciente. Vous savez que le gouvernement s'est mobilisé pour faire face à la crise énergétique, pour accompagner les Français face à la flambée des prix de l'énergie. Il y a eu les 2 boucliers, gaz et électricité. C'est des dizaines de milliards d'euros, 46 milliards d'euros cette année, pour protéger les Français face à la flambée des prix de l'énergie. Ensuite, on a demandé aux distributeurs, donc Système U en fait partie, de protéger le pouvoir d'achat des Français
en prenant sur leur marge. Et donc, c'est le trimestre anti-inflation. Moi, j'ai été dans un hyper-U il n'y a pas très longtemps, où j'ai pu voir qu'en effet, Système U et donc cet hyper-U a bien des produits sur tout ce dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Oui, mais vous entendez ce qu'il dit le patron de Système U. Des prix plus bas, où les distributeurs rognent sur leur marge. Quand on a, le prix du tournesol qui a baissé de 50% ces derniers mois, alors que le prix de la bouteille d'huile il a augmenté de 30, 32, parfois 35% sur certaines marques, est-ce que c'est normal? Eh bien, maintenant, on attend des industriels qui puissent répercuter ces baisses des matières premières dans les prix qu'ils proposent à la grande distribution. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'a dit, on leur demande, dès lors que les prix des matières premières ont baissé, de rouvrir des négociations. Donc vous exigez là qu'ils rouvrent des négociations maintenant. On attend maintenant vraiment de leur part. Vous savez, il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités. L'État l'a fait, le gouvernement l'a fait sur l'énergie. Oui. La grande distribution l'a fait avec le trimestre anti-inflation. Je rappelle que sur le panier de produits qui est proposé, c'est 5% de baisse en moyenne. Quand est-ce que vous voulez une ouverture des négociations? On attend que dans les prochaines semaines, ces négociations se rouvrent entre les industriels et la grande distribution pour effectivement répercuter ces baisses des matières premières. Il faut que ça se voit quand dans les rayons des supermarchés? Mais moi, je souhaite que ça se voit dès que possible, d'ici la fin du mois de juin, qu'on puisse avoir des baisses concrètes, tangibles pour les Français. Pour faire face, les Français ont besoin de hausse de salaire. Le SMIC va être revalorisé d'un peu plus de 2% au 1er mai en application d'un mécanisme automatique pour tenter de suivre l'inflation. Et pour les autres salariés dans le privé, comment faire pour que leur salaire suive eux aussi, pour qu'ils soient augmentés? Parce que là, ça ne dépend pas du gouvernement, ça ne dépend pas de vous. Alors je vous confirme que le SMIC sera revalorisé le 1er mai. Sur 2%. Un an, c'est ça, 2,19%. Sur un an, c'est plus de 6% de revalorisation du SMIC. Donc ça suit l'inflation pour le SMIC. Évidemment, il y a tous les salariés qui sont un peu au-dessus, qui doivent aussi pouvoir bénéficier d'une augmentation. Ça suppose que les branches professionnelles renégocient leur grille salariale. Elles ont désormais l'obligation de le faire dans les 45 jours. Vous savez, on a raccourci le délai. Donc il faut aussi que les employeurs prennent leur part pour accompagner les Français face à cette inflation. Que les employeurs prennent leur part au sujet des augmentations de salaire que vous appelez donc de vos voeux. Laurent Berger, qui dirige pour quelques semaines encore la CFDT, a une question pour vous. Bonjour Madame la Première ministre, vous parlez beaucoup de l'augmentation des salaires et effectivement c'est une préoccupation majeure pour les travailleurs et travailleuses de ce pays. Mais je voudrais savoir comment vous allez contraindre les entreprises à entrer dans des logiques salariales, notamment dans la revalorisation des grilles des branches professionnelles, et pourquoi vous n'utilisez pas le levier de la conditionnalité des aides publiques. On sait qu'il y a plusieurs centaines de milliards qui sont versés aux entreprises chaque année. Pourquoi ne pas les contraindre à avoir des logiques salariales? En gros, il nous dit le soyez gentil, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut en passer par des mesures coercitives et peut-être supprimer des aides? Oui, alors les branches professionnelles, elles ont l'obligation d'ouvrir des négociations. Et je vous dis, c'est une disposition qui a été votée récemment. Elles doivent le faire dans les 45 jours après la revalorisation du SMIC. Donc là encore, je pense que chacun doit prendre sa part dans la période actuelle. Mais si ce n'est pas au niveau au final, est-ce que vous mettrez une pression supplémentaire? Dans ce cas-là, les organisations syndicales peuvent prendre l'initiative de demander une négociation. Je pense que c'est important. Vous savez, on nous dit qu'il faut écouter les organisations syndicales et patronales, il faut laisser de la place au dialogue social. Et je pense que c'est important que chacun prenne ses responsabilités et en l'occurrence que les employeurs entendent les difficultés des salariés et revalorise les grilles salariales. Dans le Parisien, lundi, le chef de l'État disait on peut envisager une baisse des charges patronales contre une augmentation des salaires. C'est une hypothèse? Il disait banco, précisément, quand on lui posait la question. C'est dans les tuyaux, ça, ou pas? Alors, il y a eu beaucoup de baisses de charges dans le précédent quinquennat. Vous savez qu'on pourra réfléchir aussi sur... parmi les engagements que le président de la République avait pris sur des baisses d'impôts, de bien les cibler pour encourager le travail et notamment pour accompagner les classes moyennes. Donc ce sont des réflexions qui sont en cours. Il n'y a pas de nouvelle exonération de charges patronales prévues aujourd'hui? Pas dans l'immédiat. Et je pense que je vais vous dire vraiment qu'on a beaucoup baissé les impôts et les charges dans le précédent quinquennat. On vient de supprimer, on est en train de supprimer encore un impôt sur les entreprises. Je pense que les entreprises doivent donner du pouvoir d'achat aux salariés. Le message est très clair. On parle beaucoup de l'élargissement de la participation et de l'intéressement. Vous en avez parlé hier. Vous nous confirmez que ça sera fait dans les 3 mois, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés, de 11 à 50 salariés? Alors, je vous confirme qu'on présentera dans les prochaines semaines
un projet de loi en Conseil des ministres qui transpose cet accord qui a été trouvé entre les organisations syndicales et les organisations patronales pour mettre en place des dispositifs de partage de la valeur, donc de partage des richesses créées dans l'entreprise, y compris dans les entreprises de 11 à 50 salariés, et puis aussi pour avoir un dispositif de partage de la valeur quand on a des résultats exceptionnels dans les plus grandes entreprises. Donc nous, on portera cette loi au Parlement. L'objectif, c'est bien qu'elle soit débattue avant l'été au Parlement. Et que ça arrive sur les fiches de paye d'ici... Et que ça se mette en place le plus vite possible. Donc il faut que la loi soit votée. Donc c'est une question de mois. Pour les enseignants, là encore, c'est l'État qui décide. Hein, c'est pas le privé. Et Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière des augmentations de rémunération dans l'éducation nationale. 100 à 230 euros net par mois pour tout le monde et jusqu'à 500 euros pour ceux qui s'engagent à en faire plus. On a une première question avec notre QR code. C'est Julie de Montpellier qui vous demande. On est bien d'accord, Madame la Première ministre, les augmentations pour les profs, c'est du salaire ou c'est une prime? Alors, c'est une prime que nous allons doubler. On a cherché la façon la plus lisible pour les enseignants de faire ces augmentations de salaire qui sont nécessaires. Parce que vous savez, c'est un très beau métier. C'est aussi un métier difficile. On voit qu'il y a des problèmes d'attractivité de ce métier. Donc les 100 à 230 euros pour tous, c'est une prime? Donc c'est une prime qui est bien connue de tous les enseignants, qui va doubler. Et donc, c'est ce qui donne ce montant de 100 à 230 euros par mois supplémentaire et qui est évidemment pérenne. C'est pas, vous voyez, c'est pas comme dans les entreprises où on a une prime exceptionnelle. Là, c'est un des dispositifs de la rémunération des enseignants qui est bien connu par tous les enseignants puisque tout le monde touche cette prime. On la double. Donc, c'est ce qui permettra d'avoir dans la durée cette augmentation de 100 à 230 euros par mois. Et puis, comme vous l'avez dit, et ça, c'est à partir de septembre, c'est ça? C'est à partir de septembre, absolument. D'accord. La vérité sur l'éducation, c'est que vous promettez le remplacement du jour au lendemain des profs absents. Alors, on a beaucoup ironisé là-dessus parce qu'on dit que le prof d'anglais remplacera le prof de maths quand le prof de maths sera malade. Et puis quand le prof d'anglais sera malade, s'il est malade, c'est le prof de maths, etc., etc. Ça sent un peu l'usine à gaz. Est-ce que la vérité, c'est pas qu'on manque cruellement de profs, Madame la Première ministre, et que même avec les augmentations et l'effort fait par le gouvernement, qui n'est pas négligeable, ils sont beaucoup moins bien payés qu'ailleurs? Est-ce que la vérité, c'est pas qu'on a une couverture trop petite, qu'on essaie de tirer dans tous les coins et qu'on n'est pas tout à fait au niveau de ce que doit être la France? Alors c'est bien pour ça qu'il va y avoir ces augmentations. Ça représente 3 milliards d'euros par an, ces augmentations. Donc c'est très conséquent, c'est historique. On n'avait pas eu une telle augmentation depuis 30 ans. Mais c'est le début de quelque chose? Il y aura d'autres remises à niveau? Cette augmentation, elle vise précisément à rendre le métier plus attractif. Il n'y a pas que le salaire, et je pense que on agit aussi pour donner plus de marge de manœuvre aux équipes pédagogiques, mais il faut aussi revoir cette rémunération et c'est ce qu'on est en train de faire. Et par rapport à ce que vous évoquez sur les remplacements, ça n'est pas une usine à gaz. Au contraire, c'est de permettre que les remplacements se fassent au sein de l'établissement quand ce sont des remplacements de courte durée, sans passer par le rectorat, sans attendre un remplaçant qui serait désigné par le rectorat. Donc c'est le chef d'établissement qui pourra mobiliser son équipe pédagogique pour s'assurer qu'il y a bien un enseignant devant les élèves, y compris quand on a quelqu'un qui est absent pour une courte durée. On m'a dit on va faire au mieux avec les moyens qu'on a. Vous savez, moi j'ai pu voir quand j'étais, par exemple, à la dernière rentrée dans un collège dans la Somme, il y a déjà des établissements qui le font. Quand, comme vous le dites, le prof d'anglais est malade, le prof de maths est là, il fait un cours de maths et il s'arrange avec son collègue, effectivement. Ça permet d'avoir une réponse très rapide et d'avoir des élèves qui ont bien un professeur devant eux. Vous avez évoqué ce chiffre de 3 milliards d'euros pour cette mesure salariale pour l'éducation nationale. Ça veut dire quoi? C'est face au mécontentement, c'est le retour de l'argent magique, Madame Borne ou... Non, pas du tout. C'était aussi un engagement de campagne du président de la République. Donc c'est une dépense qu'on avait prévue. Et je pense que c'est important à la fois de faire preuve de responsabilité et de s'assurer qu'on tient notre dépense publique, mais en même temps d'investir et d'investir notamment dans l'éducation pour rendre le métier plus attractif. Mais la rigueur budgétaire, ça reste une priorité pour vous ou pas? Je ne parlerai pas de rigueur budgétaire. Il faut qu'on soit responsable, qu'on respecte les règles sur le déficit, a fortiori dans une période... L'objectif, c'est toujours 5% de déficit en 2023? Absolument. Et on vise 2,7% en 2027. Et on tiendra cette trajectoire parce que, vous savez, on a une dette qui est très importante. C'est le résultat aussi des financements massifs qu'on a mis en place pendant la crise Covid.
pour protéger les entreprises, les emplois, pour protéger les Français. C'est aussi le résultat des dizaines de milliards d'euros qu'on mobilise pour protéger les Français face à la flambée des prix de l'énergie. On a une dette qui est importante, il faut qu'elle baisse, il faut qu'on respecte effectivement cet objectif de baisse de notre déficit public. Sinon, c'est de l'argent qui servira à financer les intérêts de la dette. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Alors, pour gagner de l'argent ou arrêter d'en perdre, il faut aussi lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social. Alors avant d'aller sur le fond, une petite impression sur la forme, Madame la Première ministre. C'est quoi cette déclaration? C'est coucou Marine Le Pen? C'est regardez comme je serai un bon Premier ministre de droite à Matignon? C'est ce que pense la Première ministre? Comment on doit la comprendre, cette déclaration? Ce que dit Bruno Le Maire, c'est qu'on doit lutter contre toutes les formes de fraude. La fraude fiscale, la fraude sociale, la fraude douanière, la fraude aussi parfois sur des aides publiques qu'on met en place. La fraude des Maghrébins, voilà. quand même. Et en tout cas, moi je peux vous assurer qu'on est très mobilisés pour qu'il n'y ait pas une partie des contribuables qui échappe à l'impôt, que chacun paye ses cotisations sociales, que ceux qui touchent des prestations sociales aient une bonne raison de les toucher. Et donc c'est le plan de lutte contre la fraude dans tous ces domaines qui sera présenté au mois de mai. Le vrai sujet, c'est la fraude fiscale, on est d'accord? En volume. Tous ces sujets sont importants et quand on a de l'argent public, il faut qu'il soit bien dépensé et quand on a un certain nombre de contribuables qui doivent de l'argent à l'État, il faut qu'il soit payé. C'est pour ça qu'on va se mobiliser dans un plan de lutte contre la fraude qui sera présenté dans le courant du mois de mai avec des moyens humains supplémentaires, des moyens techniques supplémentaires et on veut agir effectivement dans toutes les dimensions pour qu'on lutte effectivement plus efficacement contre toutes ces fraudes. Vous l'auriez dit avec les mêmes mots que Bruno Le Maire ou pas? Moi, je vous dis, l'important, c'est qu'on lutte contre la fraude et qu'effectivement, aussi vis-à-vis des contribuables qui payent leurs impôts, c'est évidemment choquant de se dire que certains qui devraient le faire ne le font pas. Autre sujet, le RSA. Madame la Première ministre, aujourd'hui, pourquoi 60% de ceux qui touchent le RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi? C'est quoi? C'est un bug? C'est une façon artificielle de faire baisser le chômage? Pourquoi on est à cette situation? 60% de RSA pas inscrits au chômage. Alors, c'est une situation qui n'est effectivement pas normale. C'est bien pour ça qu'on propose une réforme avec la transformation de Pôle emploi en France Travail. Ce n'est pas juste un changement de nom, c'est de mieux se coordonner entre l'État qui est en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les départements qui sont en charge de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, s'assurer que dès que quelqu'un touche le RSA, alors il est bien inscrit à ce qui s'appelle aujourd'hui Pôle emploi et ce qui s'appellera demain France Travail, pour qu'on mette en place un accompagnement adapté. Et une partie de ceux qui touchent le RSA pourraient travailler et donc on va les accompagner. On va avoir un contrat d'engagement réciproque avec des droits et des devoirs pour retrouver le plus vite possible un emploi. Et puis pour tous ceux qui peuvent avoir aussi des problèmes préalables à régler, par exemple des problèmes de garde d'enfants, il faudra qu'on puisse leur proposer une réponse pour leur permettre de revenir vers un emploi. Ils seront plus sous les radars avec France Travail. Tout le monde, effectivement, on aura la vision d'ensemble des bénéficiaires du RSA. Vous savez, il y a un tiers un tiers des bénéficiaires du RSA sont des femmes seules avec enfants. Ouais. Donc évidemment, avant qu'elles puissent rechercher un travail, il faut régler les problèmes de garde d'enfants. C'est aussi pour ça qu'on veut développer les solutions de garde d'enfants, 200 000 places supplémentaires. Et donc, c'est aussi en accompagnant mieux ces femmes qu'elles pourront retrouver un emploi. Est-ce que vous allez, oui ou non, rendre obligatoire les activités pour tous les bénéficiaires du RSA? C'est ce que souhaite le haut-commissaire à l'emploi. 15 à 20 heures par semaine. Oui, mais je vous le confirme, c'est bien la réforme dont je vous parle qui fera l'objet d'un projet de loi qui pourra être débattu avant l'été. Donc l'idée, c'est... Donc c'est oui, et pour une mise en place quand? Évidemment, pas quand on a une femme qui a un problème de garde d'enfants. On ne va pas lui demander de s'engager dans 15 à 20 heures d'activité. Mais hors cas particulier, ça sera oui. En dehors de ces situations, chacun, tous ceux qui effectivement touchent le RSA, qui n'ont pas une contrainte comme celle qu'on vient de mentionner de garde d'enfants, devront avoir un parcours, comme on l'a fait sur le contrat d'engagement jeune. Vous savez, ça se déploie déjà à titre expérimental dans une vingtaine de départements et on veut le généraliser progressivement. L'idée, c'est de trouver le meilleur parcours pour retrouver un emploi. Donc ça peut être de la découverte des métiers. Vous avez entendu ce qu'a dit Martin Hirsch, qui est un des initiateurs du RSA, il était sur France Info avant-hier. Transformer un allocataire en une main-d'œuvre sans droit est une régression sociale comme il n'y en a pas souvent. Pas de travail sans salaire. Est-ce que cette idée ne heurte pas la femme de gauche que vous êtes? Martin Hirsch, soit n'a pas compris,
soit fait semblant de ne pas comprendre que ce qu'on veut, c'est permettre aux bénéficiaires du RSA de retrouver un emploi. Et il ne s'agit pas de les faire travailler sans les payer, il s'agit de leur permettre de découvrir des métiers, il s'agit de leur permettre de se former quand ils en ont besoin. Et c'est ça les 15 à 20 heures d'activité dont on parle. Si Martin Hirsch peut regarder ce qu'on a fait sur le contrat d'engagement jeune, ça lui montrera ce qu'est l'idée d'accompagner au mieux ces personnes pour qu'elles puissent retrouver un emploi. Elisabeth Borne, autre chantier de ces 100 jours, l'ordre, la justice, la sécurité. Quelques mots peut-être de la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. C'est 15 milliards et 8500 policiers et gendarmes supplémentaires sur 5 ans. Est-ce qu'on peut déjà en faire un premier bilan ou est-ce que c'est trop tôt ? Alors, le premier bilan qu'on peut faire, c'est qu'il y a déjà 3000 postes qui ont été créés dès cette année. Donc, c'est plus de policiers, plus de gendarmes. On veut qu'il y ait plus de policiers dans l'espace public. Et vous savez qu'on est en train de créer 200 brigades de gendarmerie supplémentaires. C'est quelque chose de très important quand on est dans un territoire rural, d'avoir une nouvelle brigade de gendarmerie. C'est aussi des équipements, des nouveaux équipements pour nos forces de l'ordre. Donc ça se déploie, c'est déjà... le déploiement a commencé dès cette année. La LOPMI qui est portée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui était l'invité des 4V ici même lundi. Et il nous a dit à quel point il était impatient de voir sa loi sur l'immigration arriver rapidement devant le Parlement. En fait, vous l'avez dit hier, ça ne sera pas avant l'automne. D'abord, ça veut dire quoi avant l'automne ? C'est septembre, c'est on verra plus tard ou c'est les calendes ? Non. Enfin, vous savez, je suis tout aussi impatiente que Gérald Darmanin et le président de la République aussi, de pouvoir porter un texte sur l'immigration dans une logique équilibrée, c'est-à-dire d'éloigner plus vite, de façon plus efficace, ceux qui n'ont pas de raison d'être sur notre sol et de mieux intégrer ceux que nous accueillons. La première question, c'est ça sera pour quand ? Donc, j'ai eu l'occasion de le dire hier. Il ne s'agit pas simplement de présenter un texte de loi. Nous l'avons fait, le gouvernement l'a fait, il a mis sur le bureau du Sénat un projet de loi que nous avons retiré à la demande du président du Sénat, qui pensait que ce n'était pas le moment d'avoir un débat sur ces sujets, que ça pouvait créer des divisions. Donc nous souhaitons pouvoir reprendre ces débats au Parlement le plus vite possible. Évidemment, il faut qu'on ait la possibilité d'avoir une majorité au Sénat et à l'Assemblée. Et de toute façon, comme je l'ai dit hier, ce débat, nous souhaitons au plus tard l'avoir à l'automne. Mais il y aura combien de textes ? Parce que là, on n'y comprend plus rien. Un texte, des textes aussi sonnés. Le président de la République, il a dit il y aura plusieurs textes le 22 mars. Et il a dit il y aura un seul texte lundi dernier. Gérald Darmanin, il voulait qu'un seul texte. On ne comprend plus rien là-dessus. Non, mais je vous assure, nous, on veut un texte, c'est simple. Texte unique. Nous voulons un texte équilibré, unique. Qui réponde... un texte équilibré et unique, qui réponde à cette double préoccupation, mieux éloigner ceux qui n'ont pas de raison d'être sur notre sol et mieux intégrer ceux que nous accueillons. Est-ce qu'auparavant, vous souhaitez en passer par une convention citoyenne sur ces questions d'immigration ? Écoutez, ce n'est pas notre projet aujourd'hui. On veut surtout avoir des discussions avec les oppositions et notamment les groupes Les Républicains à l'Assemblée et au Sénat pour trouver un compromis sur le texte qu'on peut porter ensemble. Ça veut dire un compromis, ça veut dire que ça n'est pas tout ce que chacun aurait voulu faire s'il avait eu la main tout seul, mais ça veut dire de trouver sur un sujet qui est important pour les Français un texte qui puisse rassembler une majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas un référendum ? Vous l'excluez, le référendum, sur ce sujet ? Alors, ça n'est pas dans le champ du référendum au titre de la Constitution, donc je pense qu'il faut qu'on avance, qu'on ne soit pas dans la posture, mais qu'on soit dans des réponses efficaces pour les Français sur ces sujets. Alors, l'objectif, vous avez dit, c'est qu'il n'y ait pas de 49.3 pour faire passer ce texte. Pour qu'on soit bien clair, ça veut dire que vous ne l'excluez plus, le 49.3. L'objectif, c'est qu'il n'y en ait pas, ça veut dire qu'il pourra peut-être y en avoir un. Enfin, moi, je n'exclus rien. Ce que je vous dis, c'est que mon objectif, sur ce texte, comme sur les 24 qui ont déjà été adoptés depuis le début de la législature, c'est de trouver des majorités, de trouver effectivement des oppositions qui ne sont pas d'accord avec nous sur tout, mais sur lesquelles on peut se mettre d'accord pour voter un texte qui est utile pour les Français. L'insécurité reste un cauchemar au quotidien pour beaucoup de Marseillais notamment. Regardez la une de la Provence hier. Ils tirent à l'aveugle, on va la voir apparaître. Il y a encore eu un mort en début de semaine, un retraité de 63 ans qui visiblement a pris une balle perdue, qui était en train de jouer aux cartes. Ça fait 17 morts depuis le début du mois de janvier. Je voudrais peut-être, avant d'en parler, qu'on regarde un extrait du 20h diffusé au début du mois après un triple règlement de compte qui avait eu lieu la même nuit. Cet après-midi, habitants élus proches de victimes sont venus exprimer leur exaspération. Dès qu'on entend un bruit, on est tous là parce qu'on habite à Marseille et à Marseille, ça tire à tout vent. Dès qu'on entend un bruit, on est là. Oui, bien sûr qu'on a peur.
Bien sûr. Il faut que ça soit mobilisé avant que ça arrive. C'est pas après. Parce qu'après, ça sert à quoi? On voit des familles pleurer, on voit des mamans pleurer, on voit des mamans qui en ont ras-le-bol. On demande de la sécurité, on n'en aura pas. Ce sont des mots qui nous saisissent. Je pourrais ajouter la question avec le QR code de Catherine de Marseille. Que comptez-vous faire pour les villes gangrénées par la drogue comme la mienne? Gangrénées, c'est le mot qu'avait utilisé Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on peut envoyer des forces de l'ordre sur le moment pour calmer l'éruption, mais comment on traite le problème de fond? Je peux vous assurer que, d'abord, je suis bien consciente que c'est une situation insupportable pour tous les habitants qui voudraient pouvoir vivre paisiblement et tranquillement et qui sont confrontés à ces violences, à ces règlements de compte entre bandes. On a renforcé de façon très importante les moyens des forces de l'ordre. On a aussi renforcé les moyens de la justice pour qu'on puisse arrêter les trafiquants, pour qu'on puisse notamment saisir les armes. Vous savez qu'il y a 600 trafiquants qui ont été arrêtés depuis le début de l'année. Il y a eu des centaines d'armes qui ont été saisies. Vous pensez que ça va payer au bout d'un moment? Mais on est vraiment déterminés, on ne lâche rien. Il y a des moyens qui sont mis en place. Et encore cette semaine, la BRI a arrêté plusieurs bandes qui sont suspectées d'homicide ou de tentative d'homicide. On ne lâchera pas. On met les moyens du côté des forces de l'ordre et de la justice pour améliorer la situation à Marseille. Puisqu'on parle de sécurité, il faut évoquer le fonds Marianne créé en 2021 à l'initiative de Marlène Schiappa quand elle dépendait du ministère de l'Intérieur. C'est 2,5 millions censés lutter contre le séparatisme. Il est mis en cause parce qu'une partie de cet argent n'aurait pas été utilisée à bon escient. Est-ce que cette affaire vous inquiète? Est-ce que vous aussi vous avez des doutes sur l'utilisation de cet argent? Alors moi je ne sais, je ne vais pas me prononcer moi-même. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait une inspection de l'inspection générale de l'administration qui fasse toute la clarté sur la façon dont ces fonds ont été employés. On sait que certaines associations ont pu mal utiliser les fonds et donc on a dans ce cas-là saisi la justice pour que... évidemment, il faut être absolument irréprochable quand on est face avec de l'argent public et donc on a cette inspection qui est en cours. Le cas échéant, s'il y a des mauvaises utilisations qu'on suspecte, on transmettra à la justice. Il faut que la clarté soit faite. Avant de parler santé, 2 questions encore. La première est particulièrement difficile. Elle concerne le meurtre d'une fillette de 5 ans dans les Vosges, à Rambervillers. Le meurtrier présumé est un adolescent de 15 ans, déjà mis en examen dans le cadre d'une autre affaire de séquestration, de viol, d'agression sexuelle sur mineurs. Il avait passé 1 an en centre éducatif fermé. Il en était sorti en février dernier et suivi par la protection judiciaire de la jeunesse depuis. Forcément, ça intrigue, ça choque, ça révolte. On se pose des questions. On se demande ce qui ne va pas dans notre système pour en arriver là et sans faire l'enquête à la place des enquêteurs, évidemment. D'abord, c'est un drame épouvantable. Et moi, je voudrais dire toute ma compassion aux proches de cette jeune victime. Et vraiment, évidemment, la justice est saisie, le procureur doit s'exprimer. Donc vous comprendrez que moi, je ne vais pas commenter cette épouvantable, enquête. Mais la question qu'on va se poser et qui dépasse cette affaire, c'est est-ce que c'est évitable? Bien sûr qu'en fonction de l'enquête, il faudra aussi en tirer toutes les conséquences. Mais je vous dis, là, la justice est saisie. C'est une affaire absolument dramatique et il faut que la justice aille jusqu'au bout. Autre question, elle concerne Dieudonné. 23 condamnations au compteur, notamment pour provocation à la discrimination, à la haine, à la violence raciale ou religieuse, apologie d'actes de terrorisme, discrimination raciale, injures antisémites, injures publiques. Et qui va se produire avec Francis Lalanne, désormais complotiste reconnu, au Zénith de Paris au mois de septembre. Le patron du Zénith explique que seules les autorités peuvent interdire ce spectacle en cas de risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que pour vous, Dieudonné peut et doit se produire au Zénith? Écoutez, moi je ne vais pas me prononcer sur son spectacle que je ne connais pas, mais on va le regarder attentivement et en fonction de son contenu, le cas échéant, le préfet de police pourra l'interdire s'il y a effectivement un risque de trouble à l'ordre public. Vous avez demandé à voir le spectacle avant qu'il le joue sur scène? C'est pas moi qui vais regarder le spectacle, mais en tout cas, bien évidemment, la préfecture de police va regarder quel est le contenu du spectacle et s'il y a de l'incitation à la haine, s'il y a donc des risques de trouble à l'ordre public, il pourra être interdit. Beaucoup de questions de téléspectateurs portent sur la santé également, l'hôpital, les médecins, vous l'avez dit vous-même hier. Sur la santé, nous devons aller plus loin. Question de Luc de Privas en Ardèche avec le QR code. La dernière fois que je suis allé aux urgences, j'ai attendu 8 heures avec ma fille. Je rigole quand j'entends dire que tout sera réglé dans 1 an. Beaucoup de professionnels de santé, Madame la Première ministre, disent qu'il faut redonner des moyens à la médecine de ville pour désengorger les urgences et désengorger les hôpitaux. Sauf que ça ne va pas non plus chez eux. Ça devient compliqué de se faire soigner en France, Elisabeth Borne. Alors, je pense qu'il faut dire la réalité telle qu'elle est aux Français. Vous savez, pendant des années, on a appliqué un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on a restreint le nombre de médecins formés et aujourd'hui on est en train de vivre les conséquences. Donc on a effectivement une démographie qui ne va pas être favorable dans les prochaines années et il faut qu'on s'organise en tenant compte de cette réalité. Et c'est bien ce qu'on fait. On veut à la fois permettre que les médecins consacrent plus de temps
à leurs patients. Donc, eux, ils disent qu'ils sont écrasés sous les tâches administratives. Eh bien, précisément. Donc, on veut simplifier toutes les tâches administratives, par exemple, supprimer certains certificats inutiles pour le sport. On a aussi prévu, et c'est dans la convention qui va s'appliquer... Donc, il n'y aura plus de certificats pour le sport à l'école et pour le sport en association. On veut supprimer des demandes de certificats inutiles, notamment ceux que je viens de mentionner. Et puis, par ailleurs, on veut aussi aider les médecins, par exemple, en recrutant 6 000 assistants médicaux supplémentaires d'ici la fin de l'année prochaine. Il y en a déjà 4 000 aujourd'hui. Il y en a 4 000 aujourd'hui. On en veut 6 000 de plus d'ici fin 2024. Ils seront payés pour par dégager par l'assurance maladie. Donc c'est un appui aux médecins payés par la Sécu, comme vous dites, pour leur permettre de dégager du temps. Et puis on veut aussi s'assurer que tous les patients, notamment ceux qui ont des affections chroniques, aient bien un médecin traitant. Donc l'assurance maladie est en train de les appeler un par un et on a un tarif de consultation très incitatif pour les médecins à 60 € s'ils prennent un nouveau patient qui a une maladie chronique. Deux petites questions. Voilà, c'est vraiment une question de mobilisation générale. On peut aussi dire qu'on veut permettre à d'autres professionnels de santé de faire davantage d'actes pour décharger les médecins. C'est le cas des infirmières en pratique avancée. On est en train d'en former beaucoup, autant que ce qui existe aujourd'hui d'infirmières de pratique avancée. On augmente les places aussi de formation pour les infirmières. Donc on est dans une mobilisation générale pour répondre à cette préoccupation des Français. 3 petites questions très concrètes. Il y a beaucoup de manque de civisme chez les patients, des rendez-vous qui sont annulés, qui ne sont pas honorés sans être annulés. Est-ce qu'il faut envisager des sanctions contre ces patients au bout d'un moment? Alors c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Effectivement, quand vous êtes un médecin, vous êtes débordé, vous n'arrivez pas effectivement à répondre forcément à tous les patients et on a certains patients qui prennent des rendez-vous qui ne viennent pas. C'est choquant et donc il faut qu'on puisse dissuader. Je ne vais pas vous répondre sur la forme aujourd'hui puisque ça n'est pas tranché, mais en tout cas qu'on dissuade de prendre 10 rendez-vous, de ne pas annuler son rendez-vous et effectivement ça empêche d'autres patients de pouvoir accéder aux médecins. Virginie vous demande pourquoi les salaires des professions médicales n'augmentent pas aussi vite que celles des profs. Alors vous savez qu'on a eu le Ségur de la santé, c'est plus de 10 milliards d'euros de revalorisation des salaires. Donc on s'est effectivement occupé de ce sujet dans le précédent quinquennat. Je ne dis pas que tout est parfait, mais je pense qu'aujourd'hui on a surtout un enjeu de bien organiser, de libérer du temps médical pour que effectivement les Français trouvent un médecin quand ils en ont besoin. Et le trouvent dans les meilleures conditions et le plus près de chez eux possible. Encore 2 questions de téléspectatrices, en l'occurrence. Leïla de Grenoble, des entreprises donnent des congés menstruels aux femmes. J'aimerais en profiter moi aussi. Est-ce que c'est prévu? Alors, c'est Carrefour qui donne 12 jours par an désormais. Est-ce que vous êtes favorable à une généralisation du congé menstruel pour les femmes qui en ont besoin? Alors, je pense qu'il faut faire attention aux mots. Quand on a des femmes qui, tous les mois, souffrent, on n'est pas en train de parler de congé. Je pense d'abord que les femmes qui sont dans cette situation... elles ne doivent pas se résigner à avoir mal. Oui. Il faut aller voir un médecin, parce que ça peut être une maladie, par exemple l'endométriose. Dans ce cas-là, il y a des traitements et on peut avoir des arrêts de travail. Ensuite, c'est vrai que comme ça revient régulièrement, si l'employeur peut s'organiser pour faciliter la vie, c'est une bonne chose. Et on est en train de regarder comment on peut encourager, faciliter effectivement l'engagement des entreprises comme Carrefour, tel que vous l'avez mentionné. Et puis aussi en étant attentif à ce qu'on ait des solutions qui soient faciles pour les employeurs publics comme pour les employeurs privés. Ça pourra passer par la loi ? On est en train de regarder le dispositif. En tout cas, moi je vous dis, quand on souffre, c'est important de voir un professionnel de santé, un médecin, pour avoir un traitement, pouvoir bénéficier d'un arrêt de travail et que tout ça soit facile. Donc c'est bien que les employeurs s'engagent. On regarde comment leur faciliter cet engagement. Autre question, c'est Annie de Besançon. Elle a 81 ans. Elle dit « J'ai 81 ans, je suis en pleine forme, en pleine santé. Allez-vous écouter ceux qui veulent interdire aux personnes âgées comme moi de conduire ?» Allusion au drame qui s'est produit à Berck où une personne âgée, un monsieur de 76 ans, a confondu l'accélérateur et le frein. Est-ce que c'est une piste de vérifier le permis de conduire au fil des ans? Je veux rassurer votre téléspectatrice, ça n'est effectivement pas notre intention. Je pense que chacun, quand il prend le volant, il doit s'assurer qu'il est bien en état de conduire. Ce n'est pas forcément qu'une question d'âge. Donc c'est une question de responsabilité et c'est sur cette voie-là que nous voulons rester. À l'autre bout de la pyramide des âges, il y a les jeunes, Madame la Première ministre, dont l'environnement est bien souvent le sujet de préoccupation numéro 1. Vous avez été ministre de la Transition écologique. Le réchauffement, on est en plein dedans. On nous annonce des lendemains qui surchauffent, des lendemains qui déchantent. Regardez un extrait d'un reportage diffusé dans Envoyé spécial. En 2050, le climat s'est déréglé. Dans les champs, les récoltes grillent sur pied. La quantité d'eau douce a diminué de 60%.
et les rendements de moitié. Alors ça, c'est pas une fiction parce que votre ministre de l'écologie, Christophe Béchu, a dit il y a 2 jours sur France Culture, on est sur une trajectoire de réchauffement probable de 4 degrés en plus en France d'ici 2100, 40 à 50% d'eau en moins, 25% de neige en moins, des vagues de chaleur à plus de 50 degrés. Notre maison brûle et on fonce dans le mur? Alors, ça n'est pas une trajectoire probable. On ne peut pas écarter ce scénario, mais on fait tout pour l'éviter. Ouais. Et c'est bien pour ça qu'on est très mobilisé. Et tout ce qu'on essaye d'éviter sur le climat, on se le prend dans la figure en ce moment. Enfin, je pense qu'il faut quand même rester volontariste et ne pas baisser les bras. Notre objectif, c'est de limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. Et c'est bien pour ça qu'on s'est engagé au niveau européen, au niveau français, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Ça veut dire agir dans tous les secteurs, les transports, les bâtiments, l'industrie, l'agriculture. La première priorité, c'est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, évidemment, il faut aussi se préparer aux conséquences inéluctables du réchauffement climatique. Et là, on a aussi des actions, par exemple, un plan sur l'eau pour la sobriété. Et par ailleurs aussi de la revégétalisation. Est-ce qu'on va assez vite sur tout ça? C'est pas de votre faute ni celle du gouvernement précédent, on est face à une horloge qui s'emballe. Est-ce qu'on va assez vite? Alors, on a réduit 2 fois plus vite les émissions de gaz à effet de serre dans le précédent quinquennat que ce qui se faisait avant. Notre défi, c'est d'aller à nouveau 2 fois plus vite que dans le précédent quinquennat. Et c'est pour ça que, en tant que Premier ministre, je suis en charge de la planification écologique, pour s'assurer qu'on prend secteur par secteur, qu'on a des mesures concrètes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a une mesure très concrète que vous avez évoquée hier, c'est une offre de location de voitures à prix réduit, abordable dès l'automne. C'est quoi abordable? C'est moins de 100 € par mois. Mais qui va payer? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde sur le marché, c'est le Parisien qui le fait ce matin, la moins chère des voitures électriques, c'est une petite citadine qui est une Dacia Spring à 120 € par mois, qui accessoirement est made in China. Alors c'est pour ça que d'abord on discute avec les constructeurs français qui produisent en France des voitures électriques à des prix abordables. Puis vous savez qu'il y a des systèmes de bonus qui existent. Et donc c'est-à-dire que l'État mettra la main à la poche. C'est-à-dire que l'État accompagnera évidemment pour qu'on puisse avoir ces locations à moins de 100 € par mois. Et c'est important de permettre à tous les Français d'avoir des modes de transport propres, donc qui émettent moins de gaz à effet de serre, moins de CO2. Et c'est tout le plan d'action que j'ai présenté, notamment sur le ferroviaire. On veut investir massivement, 100 milliards d'ici 2040, pour pouvoir avoir davantage d'offres de trains, notamment pour rejoindre les grandes villes, mais aussi pour les petites lignes. Et donc c'est tout ce plan de bataille qui doit nous permettre de limiter le réchauffement climatique, de baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Même si les prix de la SNCF restent souvent très élevés, remarquent les consommateurs. Mais si on veut changer nos modes de transport, si on veut changer nos mobilités, pourquoi construire un tronçon d'autoroute de 50 km dans le Tarn, sur l'A69, pour relier Toulouse à Castres, qui va entraîner la destruction de 316 hectares de terres agricoles, dit le préfet, qui va faire gagner entre 15 et 20 minutes, c'est vraiment pas grand-chose, et coûter 450 millions d'euros. Est-ce que ça, c'est pas typiquement le genre de projet de l'ancien monde? Alors, vous savez qu'on est en train de demander aux préfets dans chaque région de préparer des négociations de ce qu'on appelle les contrats de plan État-région. Donc, c'est les contrats qui lient l'État avec les régions sur les futures infrastructures de transport. Notre priorité, c'est clairement le ferroviaire. Ensuite, on ne va pas remettre en question tous les projets qui sont partis. Il ne faut pas le remettre en question, ce projet-là? Ce projet-là, on va revérifier que, effectivement, les impacts écologiques ont été limités au maximum. C'est un projet dont la construction a été engagée, dont la concession a été signée, et c'est aussi un enjeu. Et je pense qu'il faut qu'on arrive, à chaque fois qu'on est sur ces sujets d'écologie, à bien trouver des voies équilibrées qui répondent aussi aux préoccupations de désenclavement des habitants de Castres, des entreprises de Castres. Donc il faut trouver le bon équilibre. Une question rapidement, parce qu'on approche du terme de cette interview. Kevin du Bourget, c'est un jeune. Le SNU, Service National Universel, va-t-il devenir obligatoire comme le service militaire? Il y a un papier, un syndicat, le SNES-FSU, qui dit qu'il sera obligatoire dans 6 départements pour les 15-17 ans dès la rentrée 2024. C'est vrai ou pas, ça? Alors je pense que le président de la République a répondu très clairement. On veut d'abord poursuivre les concertations, développer le SNU
qu'il puisse concerner davantage de jeunes, que davantage de territoires s'engagent, et c'est notre priorité. Mais ma question, c'est est-ce que ça va devenir obligatoire ? Je vous dis, le président de la République l'a dit lui-même, on poursuit les concertations avec un objectif que plus de territoires, plus de jeunes puissent s'engager dans le SNU. Donc, est-ce que vous souhaitez que ça devienne obligatoire ? Parce que souhaite s'engager, c'est verra. pas pareil non, que... Non, mais attendez, on verra, poursuivons les concertations. Je ne vais pas vous donner le résultat des concertations quand elles sont pas terminées. En tout cas, ça ne sera pas obligatoire dans 6 départements en 2024 ? Ça ne sera pas obligatoire demain matin, comme l'information du SNES, elle est fausse. Oui, absolument. Elle est fausse. Venons-en à vous, Elisabeth Borne. Quel est le bilan personnel que vous tirez de cette quasi-année à Matignon ? C'est fatigant, le pouvoir, parce que vous en prenez quand même plein la figure. Est-ce qu'il y a un moment où ça vous touche ? Écoutez, moi, je ne vais pas vous dire que j'ai un métier pénible. Je pense qu'il y a des Français qui ont des métiers difficiles. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on a eu un an d'action au service des Français, qu'on nous disait qu'on ne pourrait pas agir. On a démontré que ça n'était pas le cas. On a 24 textes qui ont pu être votés, qui ont trouvé des majorités sur des... 24, sur des sujets très concrets, le pouvoir d'achat, l'accélération du développement des énergies renouvelables ou du nucléaire, le renforcement des moyens pour nos policiers et pour nos gendarmes, une réforme de l'assurance chômage, cette réforme des retraites, même si j'ai bien compris que les Français ne sont pas forcément d'accord. Donc on avance au service des Français. Les Français qui sont parfois surpris de voir certains de vos ministres qui ont le temps d'écrire beaucoup de livres. 10 pour Marlène Schiappa depuis son entrée au gouvernement, 4 pour Bruno Le Maire depuis 2017, 2 pour Gérald Darmanin, 1 pour Olivier Véran. Vous comprenez que ça puisse les troubler ou pas ? Et je peux vous assurer que les ministres, ils sont à leur tâche, ils sont engagés. Le ministre de l'Intérieur est sur des fronts difficiles comme ceux qu'on a mentionnés. Le ministre de l'Économie est très mobilisé, notamment sur ces enjeux de pouvoir d'achat dont on a parlé. Donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils soient à leur tâche et qu'ils soient au travail pour les Français. Il y a aussi le cas Marlène Schiappa. Il paraît que vous l'avez engueulé après ses photos et son interview dans Playboy. C'est vrai ou pas ? Je lui dis que ça ne me paraissait pas approprié, a fortiori dans la période, mais donc on s'est expliqué avec Marlène Schiappa. Mais ça a donné quand même lieu à un sens politique, à un règlement de compte entre deux ministres, elle et celle qui lui a succédé, Isabelle Rome. Est-ce que c'est au niveau d'avoir des ministres qui s'écharpent comme ça, publiquement ? J'ai eu l'occasion de leur dire, je pense que dans la période actuelle, les Français attendent que les ministres soient au travail pour répondre à leurs problèmes concrets et donc chacun doit se concentrer sur sa tâche. Oui, parce que pendant que les ministres chamaillent, les féminicides explosent. On est à 37 depuis le début de l'année. C'est plus que l'an dernier à la même époque. À ce sujet, Andrea Bescon a une question toute simple à vous poser, la comédienne, réalisatrice et militante engagée. Je voulais vous demander pourquoi nous n'avons pas encore adopté le modèle espagnol contre les violences, vu qu'on sait que ça marche aujourd'hui, que l'Espagne a réussi à éradiquer 40% des féminicides en 10 ans. Chez nous, on connaît les chiffres, on sait qu'une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les 2 jours ou les 2 jours et demi. Voilà, ça continue au fil des années, c'est toujours les mêmes chiffres. Pourquoi nous ne mettons pas en place ces budgets contre les violences ? Alors c'est évidemment un fléau insupportable qu'on a peut-être tardé à regarder, mais je peux vous dire que depuis le dernier quinquennat, on est très mobilisés. C'est de pire en pire. Le bilan humain, il est de pire en pire, pardon. Enfin, attendez, on mobilise beaucoup de moyens. On a formé des policiers et des gendarmes. On a déployé des bracelets anti-rapprochement, des téléphones grave danger. Moi, j'ai annoncé récemment des mesures supplémentaires, notamment le doublement des maisons des femmes pour accueillir les femmes qui sont victimes de violences, une maison des femmes dans chaque département, des pôles spécialisés dans les juridictions pour avoir des réponses plus efficaces. Et une juridiction spécialisée à l'espagnol, c'est pas un sujet, toujours pas aujourd'hui ? Enfin, la bonne organisation, qui est celle qui a été préconisée par une députée et une sénatrice qui ont travaillé longuement sur le sujet, c'est d'avoir dans chaque juridiction un pôle spécialisé pour avoir une réponse efficace qui prend, je dirais, en 360 degrés les difficultés des femmes qui peuvent être victimes de violences. En tout cas, je peux vous assurer que mon gouvernement est très mobilisé sur ces sujets. J'espère qu'on aura effectivement des résultats plus convaincants. En tout cas, c'est à chaque fois un drame et je peux vous assurer qu'on fait le maximum pour répondre à ce fléau. On mobilise tous les moyens possibles pour accélérer dans ce domaine. Et vous aviez dit lors de votre discours de politique générale que c'était une de vos priorités. Vous aviez bien insisté là-dessus. On arrive au terme de cet entretien, Elisabeth Borne. Emmanuel Macron vous a renouvelé sa confiance il y a quelques jours dans le Parisien avec des mots qui rappellent peut-être ceux que peuvent avoir des présidents de clubs de foot juste avant de virer leur entraîneur. Elle a ma confiance, elle fait bien son travail dans un moment difficile pour le pays. Au moins en matière de soutien présidentiel, le service minimum existe, non ?
Écoutez, moi, je n'ai pas de doute qu'effectivement, que le président de la République partage les objectifs, la feuille de route que j'ai présentée hier. Et ce qui m'importe, c'est d'être engagé pour répondre aux difficultés des Français. Je n'ai pas d'autres sujets de préoccupation. Il vous plaît ce job ou pas ? Vous savez, c'est évidemment une fonction qui est très exigeante, mais notre pays traverse aussi des crises multiples. Il y a beaucoup d'attentes et moi, je peux vous assurer que je mobilise toute mon énergie pour répondre à ces attentes. Il paraît que vous êtes fan d'Elastic Girl. C'est vrai ça ou pas ? L'héroïne des Indestructibles, le film de Disney. Je vous confirme que j'ai découvert avec mon fils et voilà, c'est bien. Il faut mettre de l'énergie pour régler les problèmes. Être souple, c'est une condition pour être à Matignon et pour tenir ? Il faut aussi savoir s'adapter. Quand on a une majorité relative, ça demande aussi de savoir trouver des compromis et c'est ce à quoi je m'emploie. Vous estimez avoir la confiance du chef de l'État ? Oui, je vous confirme, oui. Merci beaucoup Elisabeth Borne d'être venue ce matin dans Télématin. On vous souhaite quoi alors ? Eh bien écoutez, peut-être de l'énergie, vous voyez, mais je pense que je n'en manque pas. Merci à vous et bonne journée.